Mesdames et messieurs, il est des prises de parole qui ouvrent un débat et il en est d'autres qui en fixent le niveau. Car toute réalité a son visible et son invisible. Dans toute institution, il existe deux salles. L'une mesure les esprits et l'autre révèle les âmes. La nôtre maîtrise les deux. Car entre ces murs, il ne se passe pas seulement des cours, il se tisse des trajectoires, il se dessine des destinées. On y apprend à écrire, mais surtout à marquer. On y apprend à répondre, mais surtout à exister. Alors, la question qui mérite d'être posée, doit-on élargir la mesure ou accepter ses limites? Car en pesant le pour et le contre, ce n'est pas seulement le choix qui se dessine, c'est le regard que nous portons sur l'élève. Faut-il adapter l'élève à la mesure ou élever la mesure à la réalité de l'élève? C'est dans cette exigence que s'ouvre notre débat. Mesdames et messieurs du jury, chers auditoires et chères opposantes, le bonjour. Avant de commencer, avant de vous réduire en miettes, posons le décor. Deux camps, d'un côté, nous, les pour, ceux qui pensent que l'école forme des esprits, oui, mais aussi des voix, des présences et des engagements. D'un autre, une vision un peu nostalgique. Une école propre, bien rangée, où l'élève parfait est celui qui ne dérange pas, qui apprend, récite et disparaît. Alors, le terrain est posé, très bien, et mes chères opposantes, j'anticipe vos soupirs. Je vous entends déjà dire « Et le petit génie des mathématiques qui est timide, allez-vous baisser sa moyenne parce qu'il n'organise pas de tournoi de football ?» Ouh, pathétique. Mais croyez-vous vraiment que l'intelligence se limite à résoudre x carré plus y carré dans le coin? Si votre génie ne sait pas dire bonjour au gardien ou aider le camarade et le frère qui chute, c'est qu'il lui manque une variable essentielle à son équation, qui est l'humanité. Puis, vous allez crier, comment noter la gentillesse, le dévouement? Ah, nous savons évaluer une dissertation de philosophie, mais nous serions incapables de mesurer l'impact d'un élève qui fait vivre le conseil de la vie lycéenne. Excusez-moi, mais c'est une insulte à l'intelligence de nos professeurs. On évoquera ensuite cette fameuse inégalité entre les élèves. Oh, certains sont faits pour s'engager, d'autres non. C'est fascinant, parce que cette inquiétude n'existe jamais en mathématiques, ni en physique, ni en langue. Là, l'inégalité devient normale, presque acceptable, mais dès qu'il s'agit de présence, d'implication et d'engagement, voilà, l'inégalité devient scandaleuse. C'est pas une question d'égalité, c'est une question d'engagement. Et vous, chers amis et chers auditoires, est-ce que vous acceptez vraiment devenir ces élèves fantômes qui traversent nos couloirs sans laisser d'empreinte derrière eux, sans aucun projet pour l'école, pour El Araki qui nous porte? Merci et bienvenue dans le grand théâtre de la vie. Ici, on ne subit pas la scène, on l'écrit. On veut que chaque main tendue, chaque merci et chaque voix soit le véritable carburant de notre réussite. Alors, élargir la mesure, oui, 100 fois oui. Pour valoriser, pour libérer le potentiel humain. Et c'est là où se joue notre vérité. Entre l'esclavage de l'apprendre par cœur et la liberté de l'apprendre par le cœur. Le premier construit des carrières et le second bâtit des civilisations. On nous dit, mesurez l'intellect. Je réponds, mesurez l'impact. On nous dit, notez l'effort. Je réponds, notez l'apport. On nous dit, regardez le passé. Et là, je vous rappelle notre serment, ce souffle qui anime chaque pierre d'El Araki. Aujourd'hui mieux qu'hier, demain mieux qu'aujourd'hui. Comment oser prétendre être mieux si l'on s'enferme dans l'isolement stérile du 20 sur 20 solitaire? Le mieux n'est pas dans la répétition, il est dans l'accent. Il est dans ce moment où l'élève cesse d'être un consommateur de savoir pour enfin devenir un créateur de valeur. Alors, mesdames et messieurs, ne cédez pas au confort des chiffres. Osez la complexité de la grandeur. Choisissez l'exigence de la réalité. Car si nos notes disent ce que nous savons, notre engagement dit qui nous sommes. Et regardez-nous. Nous sommes les aigles d'El Araki. Notre mesure est notre valeur et l'empreinte que nous laissons derrière nous. Hier, nous étions des élèves. Aujourd'hui, nous sommes des bâtisseurs. Et demain sera, parce que nous l'avons décidé, infiniment mieux qu'hier. Mesdames et messieurs, le débat ne fait que commencer. Mais la réalité nous donne déjà raison. Place aux citoyens, place aux aigles, place à la vie, j'ai dit, et je vous remercie.
Alors, excusez-moi d'enlever mes lunettes au risque d'inonder cette salle avec mes larmes d'émotion, car le texte de ma camarade m'a tellement secoué, mais heureusement pour moi, je suis pas saoule, je suis sobre. Donc, je suis en plein esprit et je suis ici pour vous dire la vérité. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, honorables jurys, bonjour à tous. Aujourd'hui, on nous présente une idée qui, à première vue, paraît séduisante. L'évaluation des aigles doit se faire non seulement sur le critère des résultats académiques, mais aussi sur leur participation à la vie scolaire. Une idée qui semble moderne, engagée, voire même utopique. Mais, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, en vrai de vrai, cette idée repose sur une problématique bien profonde. Avant de parler des faits, de causes et de débattre, il faut se poser la véritable question cruciale qui parle et qui nous montrera le droit chemin vers ce débat. Comment peut-on évaluer l'engagement de manière juste? Car contrairement à une copie d'examen ou un test passé ou voire même un devoir maison, l'engagement ne se mesure pas, l'engagement ne se note pas, l'engagement ne se palpe pas. L'engagement, c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose de personnel, voire même quelque chose d'invisible. Certains aigles plutôt, participent au club, participent à des activités, organisent des événements, parlent fort, comme je le fais maintenant. D'autres feront la même chose, mais d'une façon plus calme, plus timide, et resteront dans leur coin. Est-ce que l'engagement de l'un est vraiment différent de l'engagement de l'autre? Ou moins réel? Pas du tout. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, que cherche-t-on vraiment à évaluer? Cherche-t-on vraiment à évaluer l'impact, la visibilité, le nombre d'actions faites? Car je pense vraiment que notre question s'impose. Cherche-t-on à récompenser celui qui s'est démarqué ou celui qui s'est impliqué? Et voyez-vous, en cherchant à évaluer cela, on tombe dans une évaluation arbitraire. Et une évaluation arbitraire, entre vous et moi, devient une injustice. Mais ce n'est pas tout. Dans cette équation à plusieurs inconnus, il y a un inconnu majeur. Et cet inconnu, c'est les professeurs. Les professeurs qui jouent un rôle crucial. Et imaginez, en plus de cette tâche colossale, on leur demande de juger, de palper, de comprendre, de psychanalyser l'engagement des élèves dans des activités de la vie scolaire. Bon, on ne peut pas vraiment transformer une réforme studieuse, voire même inimaginable, si elle n'est pas applicable sur le terrain. Mais bon, tous les élèves ne sont pas les mêmes. Un aigle ambassadeur n'est pas un aigle actuel. Un aigle en devenir ne sera jamais un aigle ambassadeur. Et c'est là toute la richesse de l'école. Vous avez vu 1000 personnes venir débattre, chacun sa façon. Croyez-vous vraiment qu'en venant et en imposant l'engagement, on fasse quelque chose de révolutionnaire? Pas vraiment. Parce qu'à la fin, on ne cherche plus à réussir, on ne cherche plus à s'exprimer, on ne cherche plus à être soi-même. On cherche à devenir comme les autres. On cherche à devenir un prototype, un standard. Mais il y a un point que l'on a tendance à oublier qui se relie avec mes paroles. La liberté individuelle. L'école nous apprend à être libre. L'école nous apprend à être qui l'on est vraiment. Alors, en imposant un engagement, on n'est plus nous-mêmes. Parce que, à ce moment-là, une autre question se pose. L'engagement est-il toujours l'engagement? Est-ce qu'il est fait de manière volontaire ou de manière involontaire? Voyez-vous, encourager les élèves à s'impliquer, oui, c'est très important, c'est voire même crucial. Mais imposer cet engagement, le noter,
Le sanctionner, ce n'est plus le rôle de l'école. Alors non, tous les élèves ne doivent pas être évalués selon leur activité à la vie scolaire, parce que l'on ne peut pas évaluer une personnalité, on ne peut pas noter un engagement, et surtout parce que l'école n'est pas là pour formater, mais elle est là plutôt pour nous permettre d'être nous-mêmes. Merci pour votre attention. Cher auditoire, bonjour. Tout d'abord, j'aimerais répondre, mademoiselle Aya, l'implication nous aide à se faire démarquer. Ce n'est qu'après que je me suis impliquée dans les débats que je suis devenue une assez bonne débatteuse. Et cela veut dire que noter une personne qui s'est démarquée, c'est noter une personne qui s'est impliquée. Vous avez beau avoir toutes les aptitudes, mais si vous n'avez pas l'attitude, vous ne réussirez pas. En faisant mes petites recherches par-ci par-là, mes yeux ne pouvaient que se fixer sur ces citations qui m'a tellement marquée et qui m'a immédiatement rappelé notre sujet du jour. Mesdames et messieurs, même si vous réunissez toute l'intelligence d'Einstein avec le talent de Beethoven, vous ne pourrez pas réussir dans la vie. Mais c'est qu'avec la motivation, la volonté, la manière de réagir face aux difficultés, que vous allez réussir. C'est eux qui sont votre katana magique dans l'horrible guerre des samouraïs. Et puisque je ne suis pas trop fan du blabla, je vais vous guider directement vers notre thèse, vers ce qui nous paraît logique. Et cela en vous parlant d'un sujet que vous connaissez tous et qui n'est autre que la théorie des intelligences multiples. Cette théorie, proposée par Howard Gardner en 1983, affirme que l'intelligence humaine ne se mesure pas seulement par un QI. Elle est plutôt composée de 8 ou 9 formes d'intelligence. Naturaliste, logico-mathématique, linguistique, intrapersonnelle, et j'en passe. En notant nos aigles seulement sur les examens qu'ils passent, nous excluons tout autre type d'intelligence. Mais en classifiant la contribution à la vie de l'établissement comme élément d'évaluation, comme élément de notation, nous donnons une chance au chanteur nul en maths de compenser et d'améliorer sa note. Nous offrons au footballeur de la classe une opportunité pour briller lui aussi, au lieu de se contenter de la dernière place en physique ou SVT. Et si vous venez me dire qu'il ne s'agit que d'une minorité, qu'on est une société démocrate et qu'il ne faut pas changer tout un système et ajouter toute une notation, toute une grille d'évaluation, parce que quelques gens souffrent de famine intellectuelle et cherchent à ranger les miettes de pain tombées par terre pour améliorer leur moyenne, je dirais qu'il ne s'agit point d'une minorité. Combien de vous, cher auditoire, fait des heures supplémentaires en dehors des heures d'études? Combien de vous souffrent de problèmes en mathématiques ou physique? Il y a pas mal de gens. Et votre démocratie ne me paraît que dictature. Eh bien, si vous ajoutez une petite cerise pourrie sur notre gâteau glacé, si vous dites que cette notation serait totalement injuste, qu'un professeur ne peut être expert dans tous les domaines et que 1001 sont les loisirs et nous ne pourrons point les avoir tous sur place, je dirais que la passion est d'autant palpable que les émotions. Et lorsqu'une personne est passionnée, elle ne fera qu'obliger l'autre à l'aimer lui aussi et ainsi lui donner une bonne note. Il ne faut pas être expert animateur pour tomber fou amoureux des films de Hayao Miyazaki. Il ne faut pas être galeriste pour admirer les nymphéas et les coquelicots de Claude Monet. Il suffit d'être humain et patient, ce qui sert de réponse à vous, mademoiselle Aya plutôt. Et vous-même, chère débatteuse, je dirais que l'homme est polyvalent. Vous, mademoiselle Nisrine, vous savez chanter, vous savez débattre et vous réussissez votre maths et physique. Vous, mademoiselle Aya, vous faites de la natation, du débat, du MUN. Oh. Donc certainement, vous allez trouver quelque chose parmi ceux proposés où vous allez exceller. De là, on ne pourrait que conclure que la notation et l'évaluation de nos aigles doivent certainement, nécessairement, inclure la citoyenneté et la contribution à la vie de l'établissement. Merci.
Cher auditoire, bonjour. Comment a-t-on pu laisser l'idée de noter et évaluer nos chers aigles de notre respectable établissement balader les champs de nos pensées? Comment allons-nous permettre à une grille de notation et aux critères subjectifs d'évaluer nos actions performatives plutôt qu'actives alors que notre essence, nos conditions initiales diffèrent et divergent? Un élève n'ayant guère l'énergie de gaspiller serait obligé, selon nos chers opposants, à se surmener. Et cela aux dépens de sa nature, conditionnée par sa propre situation, son propre habitus, comme le dirait Bourdieu, mais surtout sa personnalité fonctionnelle vis-à-vis l'environnement où il se trouve, soit son emplacement au sein de l'hiérarchie qui prône notre espace de vie mutuel. Eh bien, soyons d'accord, un jeune adulte né dans une famille où règne l'esprit du débat, la philosophie à l'état pur, l'art qui est lui omniprésent, ne sera pas évalué avec les mêmes critères. Et un autre qui, dès sa tendre enfance, voit rarement ses parents. Eux, victimes d'un capitalisme sauvage, mais lui, pauvre proie de l'absence de ses géniteurs. Pauvre proie d'un manque affectif, manque d'esprit critique, mais surtout, manque structural et de structure structurée. C'est pour cela, oui, chers bonnes gens, blâmons ce capitalisme, ce régime utilitariste qui ne prend pas en compte les conditions économiques et sociales de la population et dans laquelle vivent des agents historiques dotés de dispositions durables et donc favorisés par leurs propres règlements, leurs propres règles aux dépens de vie inconsciente destinée à subir les conséquences de votre farfelue idée, la notation des aigles, incluant leur contribution active. Je vous donnerai maintenant la statistique idéale pour notre cas, si on calcule très bien. Le pourcentage d'élèves ici, dans notre établissement, qui participent au grand débat, ne dépasse pas, écoutez bien, le 5,4%. Ne serait-ce pas là l'ultime triste injustice sociale, cette illusion créée afin de justifier la gloire d'une minorité face à une majorité considérée passive? De là, je me doterai de toute mon honnêteté et je le dirai sincèrement, en cet instant-là même, maintenant. Je prends mon courage inébranlable d'une main et ma terrifiante anxiété de l'autre, et je dis cela pour vous montrer que personne n'est né leader, ni philosophe, ni même révolutionnaire, mais on le devient. Et cela au travers des expériences vécues, l'effet indiscutable d'une unique cause, la condition initiale de départ avec laquelle on est né. Parce que nous, partisanes du contre, nous savons avec pleine conscience que nombreux sont ceux qui souffrent de cette discrimination, ce manque d'éthique et cette maladive obsession avec le spectacle et la performance que prônerait éventuellement votre maudite évaluation. Ainsi, soyons francs, les ambassadeurs de demain, mes camarades d'aujourd'hui, ne sont pas les pantins d'un système qui prétend promouvoir la citoyenneté, car ils sont, au plus profond d'eux, et je le sais très bien, le fruit de plusieurs conditions écosociales, ce qui les rend singuliers, uniques et le plus important, humains. Alors, au lieu d'un tri social où l'on note l'héritage et évalue la prestation, où l'aisance sociale et le capital culturel est mis à l'épreuve, où l'élitisme est roi, construisons un meilleur citoyen, un véritable acteur et non une victime du système, sans le noter avec des critères particulièrement inégalitaires, mais le libérer de son embobinement. Car évaluer la citoyenneté, c'est noter le mérite et non la chance sociale. Merci. Mesdames et messieurs, tout d'abord, je tiens à répondre à nos chères opposantes. Vous qualifiez notre vision d'utopique, mais la vraie utopie, c'est un monde où seule l'académie compte, car la réalité est tout autre. Deuxièmement, devenir comme les autres. Mais est-ce que pratiquer une activité que nous aimons et faire autre chose que l'académique nous singularise ou nous invisibilise? Je vous laisse réfléchir. Aussi, 5% des élèves fassent les débats. Mais justement, c'est ce que nous voulons combattre. Nous voulons inclure ce critère à la notation, comme ça tout le monde fait une activité qui lui plaît. Mesdames et messieurs, certaines tentent de tracer une frontière rassurante entre formation et évaluation. Elles affirment que l'on peut encourager l'élève, développer son engagement, enrichir son parcours sans pour autant le noter. Mais cette vision en apparence équilibrée repose sur une illusion. Car l'école a un langage,
un seul et unique. Et ce langage, c'est la note. C'est elle qui structure les efforts, qui hiérarchise les priorités, qui distingue ce qui compte réellement de ce qui reste secondaire. Dès lors, intégrer l'engagement selon noté revient à le condamner à rester accessoire, perçu comme facultatif, voire même inutile. Mais soyons bien clairs, il ne s'agit évidemment pas de remplacer les matières fondamentales. Les mathématiques, physiques resteront les piliers de notre formation. Les activités extrascolaires le resteront. La seule différence, c'est qu'elles seront reconnues. Donc, nous ne changeons rien au système, au contraire, nous le peaufinons, nous le complétons, nous le rendons plus juste. Aya nous a mis en garde contre la subjectivité. Mais cet argument ne tient pas la route et n'est pas compatible avec notre réalité. Nous sommes aujourd'hui déjà évalués sur des compétences immatérielles. En philosophie, en français, en notes en général, nos débats, nos dissertations, nos prises de parole sont évaluées. Et si cette évaluation est acceptée, c'est justement parce qu'elle repose sur des critères clairs. Pertinence des idées, qualité de l'argumentation, maîtrise d'expression. Et d'ailleurs, ce que nous faisons même dans ce débat est évalué selon des règles précises. Donc, ce n'est aucunement arbitraire. Et si vous osez dire le contraire, ce serait douter de nos chers membres du jury. D'ailleurs, pourquoi ce qui est possible à l'échelle de la classe ou d'une salle de cinéma deviendrait-il tout à coup impossible à l'échelle de l'établissement? On nous dira alors ensuite, Mademoiselle Astel l'a dit, que cela rajoutera du stress. Mais cette vision ignore complètement notre réalité. En sciences mathématiques, comme en sciences physiques d'ailleurs, nous faisons face à des emplois du temps saturés, avec plus de 16 heures hebdomadaires consacrées aux matières scientifiques. Une exigence constante, très épuisante. Mais c'est précisément d'autres espaces qui nous permettent de retrouver notre véritable efficacité. Les cours de philosophie, de français, d'anglais, ces moments où l'on débat, où l'on s'exprime, où l'on construit une réelle pensée personnelle. Ces moments sont notés. Et loin de nous pénaliser, ils nous permettent de rééquilibrer notre parcours, rééquilibrer notre moyenne et surtout de retrouver notre efficacité. Par analogie simple, ce que ces matières apportent déjà à petite échelle, les activités extrascolaires l'apporteront à plus grande échelle. On nous dira ensuite que l'on peut former sans évaluer. Mais dans quelle réalité cette idée s'inscrit-elle? Dans le monde professionnel, dans les universités, les compétences ne sont pas seulement formées, elles sont évaluées. Prenons un exemple simple, celui d'un comptable. On pourrait croire que son métier se limite à calculer, à manipuler des chiffres à longueur de journée, mais en fait, c'est bien plus que cela. Pour évoluer, pour créer son propre cabinet, pour gravir les échelons, il devra convaincre, communiquer, organiser. Et ces compétences laisseront évoluer. Malheureusement, nous vivons dans un monde sans merci, où une simple présentation peut conditionner tout un projet, où une simple interaction peut orienter toute une carrière. Refuser de mesurer ces dimensions à l'école, surtout à El Araki, c'est refuser de préparer nos aigles aux exigences réelles du monde qui les attend. Et le pire dans tout cela, c'est que cette réalité est déjà reconnue par des institutions exigeantes. Prenons l'exemple du lycée littéralement d'excellence de Belgrade. Cet établissement, véritable bijou académique au Maroc, ne sélectionne pas ses élèves uniquement basés sur des épreuves écrites. Le concours d'admission inclut également des épreuves sportives et des entretiens oraux. Mais pourquoi? Parce que même au sommet, au graal de l'excellence, nous avons compris qu'un élève ne se résume pas à sa note en mathématiques. Mesdames et messieurs, une école qui progresse est une école qui sait reconnaître ce qui fait réellement avancer ses élèves. Aujourd'hui, nous avons choisi l'excellence académique et à juste titre, nous y sommes premiers. Mais pour rester fidèles à nos ambitions, nous devons aller plus loin. Car une partie essentielle de l'aigle reste dans l'ombre. Sa prise d'initiative, son émancipation, son dépassement de soi, bien plus que de simples valeurs pour notre cher établissement. Merci. Alors, je voudrais, au début, commencer par vous dire qu'il y a mépris, très cher Nada. Oui, je fais du chant, je fais des activités, plein d'activités, si seulement vous me voyez. Mais jamais, au grand jamais, je n'accepterai d'être notée sur ça. Est-ce que vous croyez que si vraiment j'étais notée sur ça, je serais en train de chanter à toute activité qui se trouve sur mon chemin? Est-ce que j'aurais le courage de le faire? Jamais. Surtout, et je pense surtout à la personne que j'étais il y a très longtemps. C'est en fait le fait de ne pas être contraignée, de ne pas être forcée qui m'invitait, qui me donnait envie. C'est là en fait toute la beauté de la chose en fait. Bon, ça c'est une part.
En fait, j'avais mes petits doutes. Mais ce que je vis jusque-là ne fait que confirmer mes soupçons. Très cher, nous nous égarons. Ça, j'en suis sûre. Dites-moi, qu'est-ce que l'école? Qu'est-ce que l'école? Nous venons à l'école pour avoir des notes, pour avoir des cours plutôt, et après appliquer nos enseignements dans des examens. C'est tout ça le concept. S'il vous plaît, ne soyons pas en train de nous mentir, en fait, parce que c'est de cela qu'il s'agit, ce que vous faites. Mais on est dans un système, et vous-même vous le savez, marocain, qui nous contraint à respecter ce processus d'enseignement et d'apprentissage de par les enseignants, d'une part, ça c'est évident, et aussi de par des élèves. Bon. Alors vous parlez du fait d'augmenter, comme le dit mademoiselle Fatem Zahra, d'augmenter le chiffre, plutôt la statistique du 5,4% des élèves qui sont dans les débats. Alors oui, d'accord, mais à quel prix? En obligeant les élèves à assister à des débats, ou plutôt à y participer? Non, ça ne marche pas comme ça. Jamais ça ne marchera comme ça. Tout le monde, ou plutôt personne ne voudra participer au débat. Ça, je vous le garantis, s'ils étaient notés sur ça, s'ils savaient que leur note dépendrait de ça. Bon. Alors, vous mentionnez le fait que les débats sont notés, que ça ne fait pas partie des activités, ou plutôt de notre thèse qu'on défend. Mais les débats, oui, ils sont notés. Certes, il y a une grille d'évaluation, ça on peut pas le nier. Il y a une grille d'évaluation, il y a des critères qui sont pris en considération, oui, mais ça ne s'applique qu'au débat. C'est ça le problème. Si on voit d'autres activités, ce n'est pas possible, ça devient de la subjectivité pure et dure. Ça, j'ai besoin que vous le compreniez. Mesdames, messieurs, chers membres du jury et surtout, chers élèves, chers aigles en devenir. Alors il faut savoir que ce débat vous concerne bien plus qu'il n'y paraisse. En effet, il met en lumière une question qui nous intéresse et qui nous concerne tous et à laquelle nous tous pouvons nous identifier. Je tâcherai par conséquent de ne pas passer par quatre chemins, car l'heure est particulièrement grave. J'en suis un peu plus certaine parce qu'on en est, comme le proclament nos adversaires, si fièrement, si démunis de scrupules, à un stade où l'on veut attribuer une note, une rémunération à la citoyenneté au sein de l'établissement. Ou même ailleurs, dans le macro-environnement qu'est la société. Allons-y, extrapolons, soyons fous. Alors aujourd'hui, on ne nous demande plus de comprendre, d'apprendre, de réfléchir. On nous demande d'être partout, tout le temps, excellent dans tout et évalué sur tout. C'est bien là où réside le problème. On nous dit et répète tout le temps, sans cesse, à chaque souffle que l'on prend. Engagez-vous, participez, devenez des bons citoyens. Mais en même temps, ça c'est drôle, on nous impose une pression académique intense, et ça c'est vrai, vous en parlez, mais ça c'est vrai, une pression académique intense, des attentes élevées et un système déjà extrêmement exigeant et sélectif, impliquant parfois des mécanismes sournois, ne pouvant mener qu'au surmenage, ou alors, d'une autre façon, au conditionnement et au dressage stratégique de nos élèves. Ma coéquipière Besma vous l'expliquera, c'est certes très flou, mais elle l'expliquera dans un instant. En fait, si seulement il n'y avait que ça, mais que nenni, comme le précise ma camarade Aslal un moment plus tôt, ce que vous défendez là si fougueusement n'est qu'une forme plus apprêtée, avec plus de tact, si on veut, de contribution à la glorification et au renforcement d'une hiérarchie sociale injuste. Je vous prierai également de ne pas passer outre l'intervention considérable de notre équipière Aya, qui vous montrera point par point que bien avant que vous vous intéressiez aux effets et aux conséquences de cette approche insidieuse, eh bien vous feriez mieux de remettre en question la possibilité de sa mise en pratique, de sa mise en place. En fait, on parle d'un système de notation absolument impossible à réaliser, à imaginer dans les circonstances présentes. Alors, allez-y, vous qui semblez tout y connaître, proposez-nous vos fameux critères de notation, vos fameuses techniques de contrôle et d'évaluation.
plutôt qualitative ou quantitative? Que diriez-vous de plutôt cessons nos amuseries, nos n'importe quoi, et soyons sérieux? En fait, moi, ce que je veux savoir, au-delà de tout, en aparté tout cela, c'est à quel moment que nous sommes censés devenir ces bons citoyens, ces citoyens idéaux selon votre définition, alors que nous sommes déjà en train de survivre scolairement. Et c'est bien de ça qu'il s'agit, hein? Je vous en conjure, soyez francs. Alors excusez mon indignation, mais très sincèrement, il y en a marre. Marre des attentes élevées, inatteignables. Marre de cette ironie funeste, macabre, qui crible nos établissements. Alors aujourd'hui, une note en classe. Demain, une note en club. Et après-demain, une note pour sourire. C'est amusant et vraie anecdote pour le coup. Il se trouve que c'est le synopsis au détail près d'un épisode bien réel de Black Mirror. Eh ben dis donc, ça en dit beaucoup. Alors avant de vous quitter, soyons lucides une dernière fois. Un élève qui agit pour une note n'est pas engagé, non, non. Il est conditionné. Alors allez-y, notez tout, classez tout, mesurez tout, mais ne soyez pas surpris le jour où plus personne ne voudra agir sans y gagner quelque chose, plus personne ne voudra aider sans calculer, et où même la sincérité demandera une validation, forcément. Alors à ce moment-là, vous n'aurez pas construit une école de citoyens, de bons citoyens, mais une usine à performance. Et une usine ne forme pas. Elle ne formera jamais, au grand jamais, des êtres humains. Et c'est de cela qu'on a besoin. Merci beaucoup. Bon, Aslal, beaucoup d'argutis de droite au nom, beaucoup d'expressions qu'il faut grand garçon. Vous avez parlé de conditions économiques. Oh, pardon, Jim Rohn, mais désolé, c'est pas la banque Rothschild ici. Vous regardez l'évaluation comme étant une peste, mais je pense que les plus proches, comme vous avez dit, du capitalisme sauvage, c'est vous. Fantasque à l'aliéné Faconte. Vous avez toujours cette mentalité de note, une compétition de qui a la plus grosse. Alors que vous nous avez tout simplement attaqué sur le seul épithète d'actif. Nous avons également parlé de mesurabilité. Pour reprendre votre exemple, des gens qui participent, ils ne font pas tous les mêmes tâches, mais la mesurabilité du critère de contribution que nous voulons instaurer fera en sorte de remédier à ce genre de problème. Nisseline. Nisseline. On va essayer de garder les cadres de la convenance. Si on vous demande de vous engager, c'est pour votre bien. Vous avez tout à gagner. Et quel égoïsme de mettre des élèves qui ont besoin de votre talent, de vos talents en chant, en débat, en public speaking, en tout. Et vous les mettez sur les pavés parce que, oui, madame la queen, la diva ne veut pas participer, elle a trop de choses à faire. C'est par instant, quelques activités, ça ne bouffera pas tellement de temps que ça, puisque vous êtes déjà bonne dans ce domaine. Bon, nous avons eu la bonté de laisser complète latitude à chacun de s'exprimer, d'exprimer le fond de sa pensée. Même s'il y a eu des émérités impudences et incorrections, et puis libre à nous ensuite de formuler nos objections, puisque nous y tenons. Force est de confesser que le problème et l'élément un peu pernicieux qui est susceptible d'être pernicieux dans l'opération, c'est justement cette inclusion de ce critère. On pourrait croire que c'est une inclusion dans la moyenne, comme a dit ma très chère compagne d'armes. C'est vrai, on pourrait très clairement le faire, pourquoi pas, c'est très juste. Et encore, au pire, pas forcément besoin de l'intégrer dans une note, ça peut très clairement être une appréciation des niveaux de contribution qu'on ajoutera et qui ne poseront absolument aucun problème, on gardera tous les cadres de la convenance. Et peut-être, par une inadvertance, me citerez-vous le manque de temps, comme m'a dit Madame Nisseline et Aslal. Ben, je vous répondrai très clairement par le degré d'implication. Le degré d'implication, il se base sur quoi?
La pluralité et la diversité des clubs ici à l'école, et surtout le nombre de clubs et d'activités, fera en sorte que vous trouviez votre bonheur, que vous pratiquiez votre passion, que vous soyez tout simplement dans votre élément. Cela ne vous bouffera pas d'énergie mentale, pas de surmenage comme vous avez dit, rien de tout ça. Tout simplement, essayez d'atteindre un état psychophysique qui vous permettra d'avancer dans vos objectifs et dans vos études de manière beaucoup plus efficace. Faire avancer le schmilblick estudiantin. Bon, c'est quelques activités par instant, comme je vous l'ai dit. Et puis, de toute façon, même si rien de tout ça n'est, vous attirerez sûrement les louanges des professeurs. Vous développerez des soft skills. Vous aiderez votre prochain. Ce qui est le plus important et c'est ce qui compte pour nous. Bon, nonobstant toutes ces ambifirlicotés, cela ne demeure qu'une défense. Mais ripostons. Ripostons par la force des choses. Vous défendez la négation de l'assertion du sujet. Ça veut dire que vous ne voulez ni inclure, ou du moins, si vous le voulez, ce ne sera ni actif, un critère de contribution ni active, ni mesurable. Vous tombez dans le problème que Madame Aya a cité au début. Du coup, on ne saura pas qui a fait quoi. Vous retirez une perspective de jugement, vous retirez une forme d'intelligence, un jugement, une notation des évaluations beaucoup trop aérienne, trop fine pour ce que c'est. Ça ne reflète absolument pas la totalité de l'élève, sa personnalité, ses compétences, son potentiel. Premier problème. Deuxième anicroche. Vous mettez, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le pavé des élèves qui, perdus, essaient de se référer à l'école. Des élèves qui, ne sachant d'où commencer, essaient de commencer par des activités des clubs ici. Puisque vous ne voulez pas inclure ce critère, certainement la vie à l'établissement sera beaucoup moins développée. Si elle est beaucoup moins développée, il y aura moins de contribuants. Et donc ces élèves-là n'auront personne pour les guider. Parce que comme des gens comme vous, vous avez accompli ce à quoi ils aspirent. Ils ont besoin d'instigateurs d'amorce. D'amorce de quoi? D'amorce à l'accompagnement, à la perdition de la zone de confort et surtout à l'exploitation d'un potentiel qui n'a pas encore été exhibé. Mais qu'acoustiquais-je, Madame Eslel, une tentative de persiflage? Vous me dites que cela constitue une source de stress en plus. Pratiquement oui, mais non. C'est un mal pour un bien. Autant exhiber au vu et au su l'envers du décor à petite échelle ici à l'établissement, plutôt que de se faire prendre au dépourvu par un monde aussi inexorable que le dernier DSS. Combien d'élèves ici présents ont encore un potentiel inexploité, ont encore des compétences qui n'ont pas encore été dévoilées présentement? Tout ça à cause de quoi? À cause d'une convention que c'est la SONER imposée. Une convention qu'on a acceptée avec une indifférence. Une convention qui date de Mathusalem, qui a conditionné des générations. Une convention selon laquelle la notation et l'évaluation ne doivent absolument pas inclure d'autres critères que le niveau purement académique. C'est faux, c'est archi faux même. Bon, le fameux critère dont nous parlons, il ne se résume pas seulement à de bonnes notes, il se résume également à une inclusion, comme je l'ai dit, dans la contribution à la vie de l'école, parce qu'on aide son prochain, on s'attire les louanges des professeurs, on développe ces soft skills. Combien même vous me parlerez de clubs à l'extérieur où je n'ai pas envie tout simplement de le faire ici à l'école. Déjà, vous perdez une légitimité, une appréciation de l'école, ce n'est pas comme un vieux club paumé dans le fin fond des Vosges. C'est plutôt une appréciation qui a été certifiée, qui sera donnée par des gens on ne peut plus sérieux, des gens comme ce jury-là, qui nous donneront à la fin de l'année des attestations sur notre participation ici au débat, et surtout à notre arrivée ici en quart de finale. Et puis, pensez aux élèves que vous dédaignez. Quelle route normale leur avez-vous offert au salut? Quels moyens avez-vous mobilisés afin de les sortir de ce pétrin? Vous les avez réduits à Kia, et vous n'en faites rien. À quoi cela vous mènera-t-il? Mystère et poule de gomme. Par quoi les sauverez-vous? Par d'inlassables discours sur la mécanique méthodologique? Ça ne tient absolument pas sur le long terme, et ça n'est même pas praticable maintenant, comme vous pouvez le voir. Vous les réduisez à Kia, vous les empêchez de se développer et de se montrer au grand jour. Un faste, un déploiement de magnificence que vous empêchez à travers cette convention, à travers ce refus cosmique. Bon. Chers compatriotes, voyez la situation en face. Si nous sommes dominés par une dominance conventionnelle, ce n'est pas simplement à cause des dominés, parce que nous consentons à l'être. Merci. Mesdames et messieurs, honorables jurys,
chère audience. Alors déjà, bien le bonjour. Et chers opposés aussi, bien le bonjour. Je vais vous demander encore une dernière fois de vous regarder. Regardez-vous sincèrement. Vous êtes là, nous parlez de grille d'évaluation, quoi encore, vos critères, et vous parlez encore de quoi? De tableaux soigneusement alignés. Et encore, contradictoire, vous nous parlez d'oublier les chiffres, alors que Monsieur Badr a parlé d'attribuer des chiffres, et Madame Hiba aussi a parlé de chiffres. Contradiction. Il y a mépris. Alors, c'est fascinant. Vraiment fascinant. Vous avez cru que parce que vous avez attribué un chiffre à la citoyenneté que vous allez révolutionner le monde de la pédagogie. Eh bien, dites-moi, vous voulez mesurer la liberté avec quoi? Une moyenne trimestrielle? Vous voulez mesurer le degré d'engagement que Monsieur Badr a mentionné dans son discours? Avec quoi? Avec un barème? Et vous voulez encore une dernière fois mesurer la citoyenneté comme on corrige une dissertation que Madame Hiba aussi notait dans son discours, qui a parlé de dissertation philosophique. Eh bien, soyons honnêtes une seconde. Depuis quand la citoyenneté se comportait comme une compétence scolaire? Dites-moi, hein, parce que n'oubliez pas que un bon citoyen, la condition sine qua non pour avoir un bon citoyen, c'est avant tout la conscience. Et dites-moi, depuis quand une conscience s'éveille-t-elle? Parce qu'on lui accorde un 16, un 12 ou même un 20 sur 20. Dites-moi, hein. J'ai perdu mes mots tellement vous m'avez déstabilisé. Je comprends pas et je commence à douter de vos compétences intellectuelles. Alors, un citoyen, ce n'est pas un usager docile. Ce n'est pas un élève modèle, c'est aussi un élève capable de dire oui, je n'ai pas envie de participer et je n'ai pas envie en plus d'être noté là-dessus. Or, votre grille, elle ne mentionne que la conformité, l'obéissance. Vous qui pensez le former, ce fameux bon citoyen, où est la case pour l'indignation? Où est la case pour avoir eu le courage de dire non, je ne veux pas être noté là-dessus? Et bizarrement, vous ne parlez que de valeurs, de vertus. Décidément, l'idéalisme. Eh bien, vous oubliez que vous êtes en train d'infantiliser par la notation. Cet aigle dont vous parlez, désormais majeur et indépendant, eh bien, vous êtes en train de fabriquer ce qu'on appelle des infirmes du jugement moral. Parce que ces mêmes gens-là qui, à 40, 50 ou même 60 ans, seront encore en train d'attendre l'approbation de leur maître, de leur boss, pour leur dire oui, vous avez le droit d'être en désaccord. Hein, vous parlez d'organisation, vous parlez de potentiel, vous parlez d'évolution, mais vous avez oublié que pour l'évolution, il faut des gens qui tiennent tête. Et puis, j'ai un peu trop parlé, mais parlons peu, mais parlons bien. Puis très calmement, très proprement, eh bien, ils vous coupent les ailes, ils vous brisent, ils vous ralentissent votre élan, ils tempérissent votre instinct. Et pas trop brutalement, sinon ce serait trop visible, sinon ce serait trop facile. Eh bien, tout à l'heure, vous avez dit, Madame Nada a dit que nous transformions la démocratie en dictature, sauf que n'oubliez pas que les régimes autoritaires, donc les dictatures dont vous parlez, ce sont eux qui ont brûlé les livres, ce sont eux qui ont brûlé les bibliothèques, notamment la bibliothèque d'Alexandrie. Donc voilà. Et tout ça pourquoi? Pour domestiquer les consciences. Et vous utilisez la note. C'est tellement plus élégant, c'est tellement plus facile. Pourquoi torturer quand on peut simplement noter? Eux, ils utilisaient la tyrannie, vous utilisez la moyenne trimestrielle. Eh bien, vous parlez de former. Mais former quoi au juste? Un esprit incapable de s'envoler sans avoir l'autorisation ni la notation? Un aigle incapable de s'envoler? Excusez-moi, mais il y a abjection, il y a mépris. Passons. Alors, vous parlez de responsabilisation, d'organisation. Or, ce que vous êtes en train de faire, c'est tout simplement les déresponsabiliser par la notation, encore une fois. Et comment? Parce que dans la vraie vie, une insulte, c'est une blessure. Mais chez vous, c'est une transaction bureaucratique. Alors, comme on dit chez nous les jeunes, la bureaucratie rentre dans le game. Eh bien, on perd 2 points, et hop, c'est bon, la faute est effacée. J'en perds les mots. Et vous savez quoi? Il y a dans l'ombre, il y a quelqu'un. Peut-être que chez vous, il n'a pas 20 sur 20 en citoyenneté, mais il pense
Il a une pensée libre, et ça ne se contrôle pas. Et ça ne se dérange pas. Et ça s'élève. Et surtout, aujourd'hui, elle vous regarde de haut. Alors merci, et à bientôt. Pour le chrono, s'il vous plaît, reset. Ouais. Non. 1 minute. Bon. Alors moi, ce que je retiens de tout ça, c'est un argument, ou plutôt un contre-argument, plus que flagrant. Hein? En fait, ce que vous défendez, c'est contrairement aligné avec le processus d'apprentissage de l'école, ou plutôt le système éducationnel marocain. En fait, nous venons à l'école pour faire quoi? Pour apprendre, pour avoir des cours structurés, pour avoir des chances égales pour tout le monde. Comme ça, on favorise l'apprentissage de tout le monde de la même manière. Et ça, je le souligne, de la même manière. Comme ça, quand on va pouvoir analyser, quand on va pouvoir donner une note et structurer la note, faire en sorte plutôt qu'elle soit le plus juste possible, on va être juste, on va être le plus juste, voilà, totalement. Alors quand vous décidez de donner une note à quelque chose d'aussi subjectif que les activités, les activités, ou plutôt les dons, parce que c'est de cela que s'apparentent les activités. On ne participe pas à un club sans être doté d'un don qui va faire qu'on va être distingué, voilà. Et ben c'est quelque chose qui ne se construit pas, mais c'est quelque chose qui est inné. Voilà, donc c'est impossible. La technique de notation n'est pas valable, c'est impossible. Et encore, vous défendez le fait d'avoir des activités, mais on n'est pas en train de dire que les activités c'est mal. Mais pardon. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Alors... Wow! Une véritable poule aux œufs d'or qui se présente devant moi. J'espérais vraiment pouvoir repasser une dernière fois pour répondre à Madame Basma. Premier point. Vous avez parlé d'intérêt qu'est l'égoïsme. Madame Nisseline a refusé de participer au club parce que justement ça allait bouffer son temps d'études. Bon, quel intérêt est-ce qu'elle défend en disant cela? Son propre intérêt personnel, premièrement. Deuxièmement, le totalitarisme. Vous avez dit, bon, je ne me rappelle pas vraiment de l'expression, le progrès se fait en tenant tête, si je me rappelle bien. Mais c'est quoi ce totalitarisme qu'on essaie de vous vendre? Bon, il faut tenir tête à tout. Certainement un esprit critique, mais pas forcément tout refuser. Mais quel totalitarisme? On tombe dans les pires erreurs de l'humanité, de l'histoire de l'humanité. Deuxième point. Troisième point. Vous avez parlé également de temps qui nous bouffe, d'efforts, de surmenage, de totalitarisme. Et surtout, vous avez parlé de barème, de chiffres, de tout ça. Mes compagnes d'armes ont très clairement cité, ont très clairement justifié cette association qu'on souhaite faire, mais également, je vous ai présenté une alternative, c'est encore mieux. Ce système marche parfaitement d'inclure cette contribution. Mais le mien peut très bien marcher aussi si vous n'êtes pas satisfaite. C'était à propos de justement, on a parlé de totalitarisme, d'efforts, de surmenage, de temps et surtout d'égoïsme, comme vous avez dit. On tombe dans un système absolument sans issue, dans une faille dont on ne pourra jamais sortir si on commence un certain cercle vicieux dont on ne pourra jamais s'échapper. Merci.